minutes. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le reste de l'actualité avec l'interpellation d'une pirogue qui transportait l'interception d'une pirogue qui transportait une trentaine de migrants à Afignam par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor. Une enquête est en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après la publication de son rapport sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, la Cour des comptes a remis son rapport au ministre de la Justice et à toutes les autorités judiciaires concernées. Son premier président a fait l'audit de 3 programmes instaurés par Macky Sall par ailleurs. Fama Dione. La Cour des comptes a fait ce qu'il devait faire. Les dossiers sont entre les mains du ministre de la Justice qui devra décider des poursuites judiciaires. Mamadou Faye est le premier président de la Cour des comptes. La Cour instruit à charge et à décharge. Quand il y a un rapport, il peut y avoir des faits qui relèvent de la Chambre de discipline financière, à savoir les fautes de gestion, tout comme il peut y avoir des faits susceptibles de relever du pénal. Maintenant, le financier ne tient pas le pénal en l'état, tout comme le pénal ne tient pas le financier en l'état. L'exploitation qui en serait faite du judiciaire, je ne dis pas que ne nous concerne pas tellement, mais ne nous préoccupe pas, parce que quand même, le judiciaire va mener ses enquêtes selon ses procédures. Tout comme au niveau de la Chambre de discipline financière aussi, nous allons mener nos instructions, réserver une certaine suite aux dossiers. Les dossiers sont déjà envoyés au procureur général de la Cour des comptes, qui ne manquera pas de saisir la Chambre de discipline financière et aussi au ministre de la Justice, ce qui est susceptible de relever du pénal. Dans son programme 2025, la Cour des comptes prévoit d'auditer 3 programmes mis en place par Macky Sall. Il s'agit du plan Orsec, les aires marines protégées et l'agence de la Grande Muraille Verte. Mamadou Faye. Du contrôle purement financier, notre Cour, tout comme n'importe quelle autre cour, a une mission d'utilité économique et sociale à jouer. Que nous avons inscrit dans notre programme de contrôle pour 2025 3 missions d'audit, dont l'Orsec qui porte sur les inondations. Au-delà, les marines protégées, les aires marines protégées. Ensuite, il y a une autre, l'agence de la Grande Muraille. Quant à la polémique née de la publication de son rapport, son président soutient qu'il n'est pas étonné. L'essentiel, c'est que les critiques soient fondées. Nous sommes toujours ouverts parce que la Cour ne nous appartient pas. Nos travaux sont faits au nom des citoyens. Et c'est tout à fait normal que les citoyens réagissent. Donc, nous, c'est pas mal vu de notre part, je l'avoue. Maintenant, la Cour étant ce qu'elle est, c'est une Cour méconnue. Il nous revient à nous mieux communiquer. Plus communiquer, mais surtout de mieux communiquer. Parce que les débats que nous avons entendus doivent nous pousser franchement à faire en sorte que les chroniqueurs, les journalistes, tout citoyen puissent maîtriser les procédures au niveau de la Cour. Le président de la Cour des comptes s'exprimait en marge de la 10e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Le Sénégal a assuré la présidence entre 2022 et 2025. Le successeur de notre pays sera connu demain. Après la Cour des comptes, la médiature de la République qui, de son côté, a reçu environ 300 réclamations et le foncier vient en tête. Le constat, l'État n'exécute pas les décisions de justice et le médiateur a produit une réflexion sur le sujet et le chef de l'État est très réceptif selon Demba Kandji que je vous propose d'entendre. Nous sommes autour de 300 réclamations, réellement, disons, pertinentes, parce qu'il y a des réclamations qui nous parviennent et qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas donc plus ou moins comptabilisées. Mais c'est dans l'ordre de 300 les réclamations. Subdivisées en foncier, la majorité, le reste relatif à des situations administratives, des fonctionnaires, et d'autres réclamations. Disons le comportement civique des citoyens dans la rue qui entreprennent avec des motocyclettes les rues en sens inverse, ça vous le voyez, c'est déplorable. C'est quand même une mise en danger des citoyens que de conduire des motocyclettes dans le sens inverse. Parfois, vous savez, le médiateur, avec la récurrence des réclamations, se rend compte que l'État lui-même n'exécute pas les décisions de justice qui le condamnent. C'est vis-à-vis de l'État et des organismes concernés par les missions du médiateur. La puissance publique doit quand même être la première à s'incliner devant une décision qui la condamne. C'est ça l'état de droit. Et le Sénégal est un état de droit. C'est donc bon pour le médiateur que de s'arrêter, de ficeler une réflexion et de la partager avec les autorités.
Le chef de l'État a été très réceptif à ça. Il a donné des instructions dans le sens vraiment d'un suivi plus rigoureux par ces administrations. Les ministres répondent. Si les ministres ne répondent pas à mes sollicitations, je peux en faire part à la haute autorité. Dans mon rapport, les ministres plus ou moins récalcitrants, rien ne m'empêche moi de signaler leur comportement. Les litiges fonciers justement avec ce bras de fer entre le maire de Djiba Bouya et la grande famille Fati Kounda. Elle accuse le maire de s'être accaparé de plus de 2000 hectares qui leur revient de droit. Ces pères de famille qui utilisent ces terres pour l'agriculture disent non au plan de lotissement du maire. Bakary Konté. La tension est très vive dans la commune de Djiba Bouya entre le maire Ibrahima Niassi et la grande famille de Fati Kounda. Elle accuse le maire d'avoir procédé à un lotissement illégal sur plus de 2000 hectares. Ousmane Fati est le porte-parole des propriétaires terriens. Le problème qui nous lie avec la mairie, c'est la balkanisation de nos terres, l'occupation de façon anarchique qu'ils ont fait sans notre consentement. Il ne nous a pas consultés. Environ 2000 et quelques hectares, du nord au sud. Nous sommes les fondateurs de ce village. Nous sommes les grands propriétaires terriens ici. Dans cette partie du Djassi, le sel a fini d'envahir toutes les vallées. Actuellement, le sel a occupé toutes nos rizières. Il n'y a pas d'industrie ici, il n'y a pas d'usine ici. Nous ne vivons que de ces terres-là. Si maintenant la mairie vient occuper de façon anarchique, de façon injuste, arbitraire, n'est-ce pas, ces terres-là, vraiment jusqu'à preuve du contraire, Fati Kounda n'est pas pour. Ces habitants de Djiba Bouya veulent investir dans l'agriculture pour fixer les jeunes. Si on nous laisse ces terres-là, nos jeunes vont rester sur place, soit cultiver ou bien faire des plantations. Mais si aujourd'hui ils le font, il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme leurs camarades, prendre les pirogues et aller mourir dans les océans. Ce lotissement a fini de diviser les populations de Djiba Bouya. Actuellement, dans le village, ça crée des problèmes. Les gens sont là, en train de se chamailler, en train de s'entretuer, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des problèmes. Elle demande aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités, car Fandim Fati. Demain, si on trouve quelqu'un sur notre terrain, si il n'aime pas nous tuer, on va lui tuer. C'est ça notre propos. On dit aussi le président de la République de prendre cette responsabilité. La grande famille Fati Kounda demande au président de la République d'annuler ce lotissement. Interpellé sur la question, le maire Ibrahima Niassi promet de répondre dans les jours à venir. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons à présent à Saly Portudal où se tient actuellement un atelier de formation sur les techniques d'audition et d'accompagnement psychosocial des victimes mineures de traite de personnes, surtout des enfants. Malgré les efforts du Sénégal et des pays voisins, le phénomène continue. Mody Ndiaye, le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes au micro de Ndeye Matidien. Vous savez très bien que la traite des personnes est une forme de criminalité très violente et qui touche particulièrement l'Afrique subsaharienne et la sous-région. C'est pour ça, c'est tout le sens d'avoir ces quatre voisins, enfin nous et les trois voisins, parce qu'en fait c'est une forme de criminalité qui se joue des frontières. Vous avez des personnes qui sont établies dans nos pays ou qui envoient des enfants dans un autre pays, qui les exploitent à des fins commerciales, qui les exploitent dans le travail, qui les exploitent à des fins sexuelles. Et il est important que les acteurs que nous sommes nous retrouvions pour avoir aussi ensemble une même façon d'intervenir, une même compréhension des problèmes et aussi un échange de bonnes pratiques. Les poursuites existent dans notre pays et assez régulièrement vous avez des condamnations. Il faut toute une approche professionnelle, toute une approche psychosociale, toute une approche pour mieux prendre en compte le phénomène. Il ne s'agit pas seulement que de poursuivre les auteurs présumés, mais il faut également sauver les enfants et il faut aussi que les populations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement les familles, souvent les parents, sont complices, ferment les yeux, abandonnent les enfants. Donc la réponse pénale fait partie de la réponse, mais il y a tout un ensemble de prise en charge, de protection qui doit mettre en œuvre. Parlons maintenant de l'amélioration de l'offre de prise en charge sanitaire dans les zones périphériques. Aussi se donne d'un bloc opératoire dédié aux soins obstétricaux programmés. Cette approche vise à rapprocher les structures d'intervention des patients qui en expriment le besoin. À l'occasion de l'ouverture symbolique de l'infrastructure sanitaire, une cinquantaine de patients souffrant de problèmes obstétricaux ont pu être pris en charge correctement. À Ziguinchor, Lamine Ba. L'objectif des autorités sanitaires qui est de privilégier les interventions médicales de proximité pour limiter les évacuations sanitaires enregistre une avancée majeure à Oussouye avec la mise en service d'un bloc de soins obstétricaux d'urgence. Dr Ibou Gueye, médecin-chef du district sanitaire de Souye. Il faudrait à notre niveau saluer les efforts de l'État qui nous ont permis véritablement de réhabiliter et de pouvoir mettre en service ce bloc opératoire. Tout le processus. Il y a beaucoup de malades qui ont été consultés, qui sont venus de partout, même au-delà du département. Cela témoigne de la
des besoins de santé de la population. Donc ce qui fait que ce bloc quand même est venu à son point. L'ouverture du bloc de chirurgie a été mise à profit pour expérimenter la chirurgie d'urgence programmée. Elle consiste à sortir les spécialistes du cadre restreint de recherche pour aller au contact des communautés afin de faciliter leur prise en charge médicale. Dr Denis Barbosa, représentant de l'UFR Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Exactement, c'est un camp pratique pour nos étudiants, également pour nos techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation dont moi je gère. Il n'y a pas beaucoup d'anesthésistes réanimateurs. On est arrivé actuellement à 12 anesthésistes réanimateurs dans la Casamance avec presque une vingtaine de techniciens et cela va permettre au fur et à mesure, d'autant plus que je suis là, je ferai le tour de tous ces hôpitaux où il y a des techniciens pour les renforcer sur le plan de la pratique de l'anesthésie et y aller de mieux en mieux pour pouvoir au moins un peu permettre à chaque localité d'être autonome. Pour les collectivités territoriales, cette approche est pertinente pour plusieurs raisons. Maurice Diédiou, président du conseil départemental d'Oussouye. Saluer surtout cette nouvelle vision que donne des professeurs rappelés tout à l'heure, cette vision des universités qui consiste à ne plus se limiter aux enseignements, à la recherche, mais véritablement de descendre sur le terrain pour être proche des populations et pouvoir donc prendre en charge les préoccupations premières de ces populations. Pour ce camp de chirurgie inaugural du bloc de chirurgie d'Oussouye, ce sont 48 patients qui ont été pris en charge gratuitement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 12h18 à Ziguinchor. Le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'agriculture du Sénégal sursoit à son mot d'ordre de grève après son audience avec le ministre de la Pêche, c'était hier. Omar Dramé, le secrétaire général du Citrapes, se réjouit des engagements pris par la tutelle. Le voici avec Barthélémy Ngom. Les discussions ont largement tourné autour des difficultés que rencontrent les travailleurs. Elle a apporté des réponses concrètes sur l'ensemble des problèmes soulevés. Concernant le retard des indemnités depuis le mois de janvier 2025, toute la lenteur administrative qui a été à l'origine du blocage du paiement vient d'être levée. Et mieux encore, le ministre a trouvé une solution définitive et durable sur cette problématique et le paiement sera désormais assuré mensuellement. C'est le moment de lui exprimer notre profonde gratitude et lui remercier sincèrement pour tous les efforts. Compte tenu de tous ces efforts et les engagements pris par l'autorité, nous avons décidé en toute responsabilité de lever le mot d'ordre de grève qui devrait intervenir le lundi 14 et le mardi 15 avril 2025 et véritablement le dialogue qui est désormais instauré sera renforcé et nous engageons à accompagner l'autorité pour le rayonnement du secteur. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Mauritanie, la police et la gendarmerie secouées par une vague de limogeage. Plusieurs responsables sécuritaires limogés. L'administration n'a pas été épargnée. Cela après l'exhumation par les populations d'un corps qualifié de chrétien dans des cimetières musulmans. Mohamed Diop. C'est à Sélibabi, ville située dans l'extrême sud du pays où l'incident a eu lieu. Le corps d'un homme enterré depuis 4 jours a été exhumé par une foule de manifestants le qualifiant de chrétien. Le corps a été ensuite traîné dans les rues et les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Il ne priait plus, il ne suivait plus les préceptes de l'islam. Par conséquent, nous allons le faire sortir de nos cimetières. En réaction, la présidente de la République a annoncé dans un communiqué le limogeage des patrons régionaux de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Le gouverneur de la région a lui été suspendu de ses fonctions. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Georges, évoquons à présent l'affaire du drone militaire malien abattu par l'Algérie. Des centaines de Maliens ont manifesté hier à Bamako. Ils s'étaient rassemblés devant l'ambassade d'Algérie pour protester. Ils demandent également des excuses d'Alger. Boubacar Dieng. Selon APA News, la manifestation organisée dans la capitale malienne a été encadrée par des membres de la société civile, des collectifs de jeunes et des mouvements patriotiques. Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Respecter notre souveraineté, touche pas à l'intégrité du Mali » ou encore « L'Algérie doit s'excuser ». Des pancartes appelaient également à la solidarité entre les peuples du Sahel, tandis que certains manifestants dénonçaient une forme de provocation
diplomatique algérienne. Des discours ont été prononcés par plusieurs figures associatives appelant à la vigilance, à la fermeté, mais aussi au dialogue. Un trône de reconnaissance malien de type Bayraktar a été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à proximité de la frontière avec l'Algérie dans des circonstances toujours contestées. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, le drone aurait franchi l'espace aérien algérien sur environ 2 km avant d'être neutralisé par les défenses anti-aériennes à Tinzaouaten dans la wilaya de Tamanrasset. Cette version est catégoriquement rejetée par les autorités maliennes qui affirment que le drone effectuait une mission de surveillance dans le territoire national et qu'il n'a jamais violé l'espace aérien algérien. Et puis la grève des enseignants en Côte d'Ivoire, le gouvernement procède à des arrestations. Plusieurs membres du directoire de l'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale ont été interpellés. Face à l'indignation et la pression des réseaux sociaux, quelques-uns ont été libérés. Et les enseignants, malgré les menaces, n'envisagent pas de faire machine arrière. Le bras de fer engagé entre les autorités ivoiriennes et les enseignants en grève sur l'ensemble du territoire se durcit. Au syndicat qui réclame depuis plusieurs mois l'instauration d'une prime d'incitation trimestrielle comprise entre 150 000 et 600 000 francs CFA comme celle accordée aux autres fonctionnaires ivoiriens en 2008, les autorités ont répondu par l'arrestation mardi 8 avril 2025 d'une dizaine de membres du directoire des intersyndicales grévistes. Relâchés quelques heures plus tard sous pression des internautes, les enseignants dénoncent une manœuvre d'intimidation pour décourager le mouvement dans un climat social tendu à 7 mois des présidentielles de 2025. Les syndicalistes arrêtés s'étaient réunis à Abidjan pour assister au procès de l'un de leurs camarades, Ghislain Assidugari, interpellé dans la nuit du 2 au 3 avril à son domicile. Une arrestation musclée selon la fille du syndicaliste, dont le témoignage évoque une porte d'entrée défoncée et une maison saccagée. Sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ghislain Dugariassi, après avoir été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier puis déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan, a été présenté mardi devant un juge d'instruction poursuivi pour 2 chefs d'accusation, notamment coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics de l'État. Au moins 3 instituteurs ont été arrêtés dans des localités du pays. Le mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndicale, qui courait du 7 au 8 avril 2025, pourrait être reconduit au vu de la résilience des enseignants. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. En République démocratique du Congo, les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi ont pris fin cette nuit. Ces rencontres qui se sont tenues depuis le 24 mars avaient pour objectif de jeter les bases d'un gouvernement d'union nationale. Un rapport final devra être remis au président Tshisekedi dans les prochains jours. Les consultations ont été boycottées par les principales figures de l'opposition, à l'exception de l'ancien premier ministre Adolphe Moussito. En RDC, toujours 3 citoyens américains condamnés pour leur rôle dans une tentative de coup d'État ont été rapatriés aux États-Unis. C'est là-bas qu'ils vont purger leur peine de prison à vie. Le département d'État américain a confirmé leur transfert mardi, précisant qu'ils étaient désormais sous la garde des autorités américaines. Ils étaient initialement condamnés à mort avant que leur peine ne soit commise par le président Tshisekedi. Les 3 hommes faisaient partie d'un groupe armé ayant attaqué en mai 2024 le domicile du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, puis le palais de la Nation à Kinshasa, diffusant en direct des images où il proclamait la fin du régime en place. En Allemagne, pour terminer, les conservateurs du chancelier désigné Friedrich Merz et les sociaux-démocrates vont annoncer ce mercredi leur accord de coalition pour un nouveau gouvernement. Cela après plusieurs semaines de négociations. L'accord sera détaillé lors d'une conférence de presse dans quelques minutes à Berlin, 1 mois et demi après les législatives allemandes. Merci Georges Detier-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes sur la guerre des tarifs douaniers entre les États-Unis et le reste du monde. Quelles conséquences sur les économies de l'Afrique de l'Ouest en général, du Sénégal en particulier? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos 2 intervenants du jour. Alioune Diouf, ancien directeur du commerce et économiste. El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain. RFM Sport.
Avant cela, le journal des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Coupe du Sénégal, on joue la suite des quarts de finale ce soir. Au terrain des HLM à Dakar, à 16h, le Dakar University Club joue contre l'équipe des Guelwaars. Mbour à Thiès, plutôt au stade de Lat-Dior, l'équipe de Walidane reçoit Génération Foot. La dernière rencontre de ces quarts de finale est prévue demain jeudi entre l'équipe de Bulldozer face à l'Étoile Lusitana. Ligue des champions, après le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG jouent à 19h. Ce sera face à l'équipe de Dortmund pour les Blaugrana du FC Barcelone et face à l'équipe d'Aston Villa pour les Parisiens. Hier, à noter la très belle victoire de l'équipe d'Arsenal sur le Real de Madrid, 3-0. Des buts qui ont été marqués en seconde période, 2 sur coup franc. Des balles arrêtées magnifiquement bien utilisées par Declan Rice qui a battu à 2 reprises le portier Thibaut Courtois. Et puis CAN U17, travailler l'attaque pour battre la Côte d'Ivoire. Ce sera avant vendredi, jour de quart de finale pour l'équipe nationale du Sénégal des U17 qui joue contre la Côte d'Ivoire. La meilleure attaque avec 10 réalisations face à la meilleure défense, 0 but encaissé. Comment aborder ce match pour sortir victorieux et aller en demi-finale? Djibril Badji, coach formateur dans la banlieue à Thiaroye, a répondu à la question. Ça sera un match compliqué parce que je l'avais dit lors de la première sortie de l'équipe que tous les matchs du Sénégal seront des matchs compliqués parce que c'est l'équipe à abattre. Maintenant, par rapport à ce qu'on a depuis le début du tournoi, l'équipe du Sénégal s'est bien comportée, oui, parce que si on voit qu'on n'a rien encaissé pendant les phases de poule, on peut prendre ça comme quelque chose de positif. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on a une équipe en face qui marque des buts comme on peut pas, comme on ne peut pas s'empêcher de ne pas jouer avec cette équipe qui marque des buts à tout bout de champ, donc il faut tout faire pour marquer aussi, parce qu'on ne peut pas gagner un match sans marquer des buts. Comment on doit aborder ce match? Doit-on être en position défensive, jouer les contre-attaques, ou doit-on jouer notre football, produire du jeu pour aller marquer? Moi je pense qu'on doit continuer à jouer. Parce que c'est des gosses, ils doivent s'exprimer, on ne doit pas leur demander de rester dans leur camp. Non, on doit continuer à s'exprimer, parce que si une équipe, parce que tu vois, les équipes qu'on a rencontrées, ils ont tous défendu, ils nous ont fait un bloc bas. Mais la Côte d'Ivoire qui va venir avec, je dirais, un peu de supériorité en pensant qu'ils sont premiers, ils vont venir nous massacrer. Si jamais ils sortent, on va les tirer, ça c'est sûr. Parce qu'on a des attaquants très très rapides, surtout le Barham là, je l'aime bien. Il percute, il fait de bons démarques. Mais si la Côte d'Ivoire nous attaque, il est mort. Parce qu'on a de très bons joueurs. Les gosses, ça joue bien de derrière, au milieu de terrain, ça passe bien. Le staff doit tout faire pour rendre les attaquants lucides. Le basket pour finir avec la 12e journée chez les hommes, Bob contre l'équipe de Asuk Sport. La 13e journée qui démarre également avec l'AS Ville de Dakar qui joue contre Louga Basket chez les dames à 12h. Le match Asfo CMT a démarré. L'AS Ville de Dakar joue à 13h30 face à l'équipe de Mbour Basket. À 15h, Flying Star contre Debalok et à 19h, le Giraffe défie la Jeanne d'Arc de Dakar Suleiman. Merci beaucoup Malal Junior Diagne, 12h30. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Dette cachée, finances falsifiées, le FMI attend toujours des éclaircissements venant du Sénégal avant de libérer les chèques. Pas question d'entamer un nouveau programme avec l'État du Sénégal, comme certains le laissaient entendre. Le Fonds monétaire freine toujours des 4 fers et le directeur Afrique du Fonds donne d'ailleurs rendez-vous au Sénégal le printemps prochain. En attendant peut-être la belle saison, connue pour ses températures, le réveil de la nature aussi, eh bien le Sénégal reste toujours sous pression du FMI. Les quotidiens notent que le FMI refuse par ailleurs de confirmer, je cite, les chiffres du gouvernement. C'est au gouvernement du Sénégal de s'expliquer sur le misreporting, entendez les indicateurs publics jugés erronés. Enquête en conclut que le Sénégal reste sous pression. Sud Quotidien et Le Soleil préfèrent aborder la question sous un bel angle. Sud relève que le FMI conforte Dakar sur la transparence budgétaire, le renforcement de la redevabilité et réaffirme son engagement à accompagner les efforts de notre pays. Le Soleil relève que le FMI attend en fait une consolidation des chiffres. L'institution dément par ailleurs toute audience avec la paire qui l'a sollicité. Vous le savez, commentaire du Bietis du quotidien. Eh bien, entre le Sénégal et le FMI, c'est comme une sorte de balle de ping-pong. Le témoin lui fait focus sur le face-to-face Sonko et les députés ce 10 avril. Le Premier ministre qui retourne à l'Assemblée nationale demain, c'est pour s'offrir encore une tribune et répondre
aux 14 questions d'actualité. 14 questions à l'ordre du jour pour le confrère Ousmane Sonko replonge encore dans le bourbier parlementaire. Le quotidien note que l'opposition Takuwalo va boycotter le rendez-vous. À la une du journal Enquête, des policiers dans la nature, plus de 312 libérés donc dessous de divorce. Le journal Enquête note que le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a décidé donc de se séparer d'eux au terme de leur contrat. Les policiers étaient recrutés en 2021 pour une durée de 4 ans. La mesure avait créé des grincements de dents du côté de l'armée et causé des déséquilibres budgétaires. Le journal Source note que leur libération crée de la colère, ça râle chez les déflatés. Au total, donc 312 jeunes nés entre 1988 et 97 qui sont concernés par la mesure. Ils étaient tous des policiers adjoints volontaires. Cette histoire risque, selon le journal, de se répéter avec les deuxième et troisième cohortes dont les contrats vont expirer successivement en septembre 2025 et en mars 2026. L'un des policiers volontaires viré confie au journal qu'il ne serait pas engagé dans cette aventure s'il était au courant de l'existence d'un quelconque contrat à durée déterminée. Un autre dit: nous avons été exploités puis jetés comme des malpropres et c'est déplorable. Ils nous ont empêchés de faire des concours pour nous libérer aujourd'hui. Maintenant, nous devons tout reprendre à zéro. Fin de citation. Oublié par les nouvelles autorités, malgré ses déboires dans l'affaire Adji Sarr, coup de gueule de Ndeye Khady Ndiaye, le journal Sosa note que dans une première vidéo, Ndeye Khady dit: si j'appelle le président de la République, il me donnera tout ce que je lui demande parce que Réumi Maï Borom pilonnait, la dame fait machine arrière et dans une seconde vidéo, elle tente d'éteindre le feu mais finit par déballer sous le coup de la colère. Que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, je n'ai jamais reçu le plus petit merci venant d'eux. Pourtant, en mars 2021, j'étais au centre de tous les débats, mais cette année, c'est comme si je n'avais jamais existé. Nolens Volens, après 12 ans à la tête du Sénégal, il intègre le conseil de la Fondation Mo Ibrahim, note le journal LAS. Le journal Le Quotidien parle de nouveaux rebonds de l'ancien président de la République du Sénégal. Malgré les accusations du nouveau régime, eh bien, Macky continue de se faire une place au soleil, note encore la publication. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h34. Bienvenue. Nous allons voir les possibles répercussions de la guerre des droits douaniers lancée par le président Donald Trump début avril. Et cette guerre qui a été renforcée hier avec une deuxième vague de tarifs douaniers. Nous débattrons notamment des conséquences sur les économies de la région ouest africaine en général et sur le Sénégal en particulier. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alioune Diouf, ancien directeur du commerce et économiste. M. Diouf, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec M. El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain. M. Samb, bonjour. Bonjour, M. Nian, bonjour. On va démarrer avec vous, Alioune Diouf, pour aller directement au but. Ces deux vagues d'augmentation des tarifs douaniers initiées par le président Donald Trump, qui n'épargne presque aucun pays, en tout cas l'Afrique est touchée à minima à 10% puisque c'est le seuil minimal, mais certains pays en particulier sont plus touchés que d'autres, notamment le Lesotho à 50%. Mais pour les pays de la sous-région ouest-africaine et pour le Sénégal en particulier, quelles peuvent être les conséquences de cette guerre tarifaire entre les États-Unis et le reste du monde? Alioune Diouf. Entre les États-Unis et le reste du monde n'augure pas du tout de bonnes choses, n'est pas du tout une bonne chose pour les pays africains, parce que de toutes les façons, elle va entraîner une récession économique mondiale. Parce que cette guerre, cette escalade tarifaire va créer une crise économique. Parce que de toutes les façons, les États-Unis disent qu'ils mettent en place des tarifs réciproques, des tarifs qui ne sont du tout pas réciproques. Parce que les tarifs réciproques découlent de négociations
entre les différents pays. Mais les États-Unis se sont levés de manière unilatérale et ont fixé ce qu'on appelle des tarifs, ce qu'ils appellent eux-mêmes des tarifs réciproques, des tarifs réciproques, en se basant sur une méthode de calcul alambiquée, une méthode de calcul qui est très loin de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le système commercial multilatéral. Et justement, ceci va entraîner non seulement des augmentations unilatérales de droits de douane contre l'ensemble des pays qui commerçaient avec les États-Unis, mais ce qui est étonnant, c'est que cette affaire touche même des pays qui ne commercent pas avec les États-Unis. Donc, on se demande qu'est-ce qui a poussé Trump à vouloir secouer le monde à ce niveau-là, à ce point, parce que les autres leçons vont répliquer. Il va y avoir des rétorsions de part et d'autre. Ce qui est le cas, c'est-à-dire la Chine, par exemple, a rétorqué, a riposté, et en réponse à cette riposte hier soir, les États-Unis ont porté le taux à 104%. C'est-à-dire le doublement des tarifs douaniers sur les produits et services provenant de la Chine. Oui, c'est ça qui est intenable pour les États-Unis, mais pour le reste du monde aussi. Mais justement, c'est quoi la passerelle? Vous parlez de récession. S'il y a une récession de l'économie mondiale, comment cela va se traduire pour nos économies? Et je voudrais vraiment qu'on se recentre sur l'espace UEMOA, puisque c'est une union économique et monétaire, avec une certaine solidarité économique et monétaire, et en particulier pour le Sénégal. Oui, nous étions avec les États-Unis bénéficiaires de ce qu'on appelle l'AGOA. Et nous sommes aussi bénéficiaires de ce qu'on appelle les tarifs NPF, la nation la plus favorisée. Au sein de l'OMC, c'est une règle de l'OMC. C'est une règle non seulement de l'OMC, mais c'est une règle en général du commerce mondial garanti par l'ONU, qui avait classifié certains pays PMA, pays en développement et pays développés. Donc les pays PMA, les pays en développement bénéficient de préférences tarifaires. Et donc peuvent exporter aux États-Unis sur la base de tarifs préférentiels. Donc nous avions une marge préférentielle sur, par exemple, les pays asiatiques, qui peut-être, par exemple, si vous prenez le textile, certains pays avaient des droits de 17%, nous, on ne payait pas 17%. Donc on avait une marge de 17%. Maintenant, si vous supprimez cette marge, malgré cette marge d'ailleurs, les pays asiatiques étaient quand même plus compétitifs que nous sur le marché américain. Mais aujourd'hui, si vous nous enlevez cette marge préférentielle, je pense que c'est une nette perte de compétitivité sur les marchés américains. Je reviens à vous tout à l'heure, Alioune Diouf, pour poursuivre ce débat. J'aimerais introduire l'économiste et écrivain El Hadj Mansour Samb. Dans la relation bilatérale, les derniers chiffres dont je dispose qui proviennent de la note annuelle, enfin de la note d'analyse, sur le commerce extérieur qui est produite régulièrement par l'ANSD, au titre des échanges avec les États-Unis. En tant que pays client, nous avons exporté en 2023 pour 94 milliards, 102 milliards en 2022, donc l'année précédente. Et en termes de fourniture, donc en tant que client des États-Unis, en 2023, nous avions 617 milliards de francs CFA, si je ne m'abuse. Alors, c'est important, mais c'est largement derrière
Alors, non, je me trompe parce que c'est 200 milliards au lieu de 600. 200 milliards, c'est largement derrière la France qui était en 2023 le premier fournisseur du Sénégal. Ça a changé cette année, enfin l'année dernière avec la Chine qui est devenue le premier fournisseur du Sénégal, mais on est sur des montants très importants. 868 milliards en 2023 pour la France, 783 pour la Chine, 502 pour la Russie, pour le Nigeria 617, l'Inde également 483. Donc, on s'approvisionne relativement moins chez les Américains que dans les autres pays que je viens de citer. Est-ce à dire que cette guerre, finalement, nous laissera à l'abri des conséquences néfastes sur notre économie, d'après vous? Merci, Monseigneur. Vous savez, les États-Unis ne sont pas un gros client du Sénégal. Nos gros clients, c'est l'Union européenne et la Chine. Et là, vous l'avez dit tout de suite à propos des chiffres. Aujourd'hui, même la voie dont on dit, la voie c'est pour les paiements. Aujourd'hui, il est très difficile pour un exportateur sénégalais de profiter de la voie. C'était en particulier pour l'Afrique d'ailleurs, puisque l'un des A de AGOA, c'est Africa. C'est ça pour l'Afrique. Donc pour les pays les plus pauvres en Afrique. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi, j'ai ma propre expérience. On voulait exporter des paniers faits en Gaï vers les États-Unis. C'est de l'artisanat. Quand on est parti à l'ambassade des États-Unis, on nous a dit que le bureau de l'AGOA est au Ghana. On est parti à l'ambassade du Ghana au niveau de Ngor. C'était très difficile. Donc aujourd'hui, il est difficile pour un exportateur sénégalais de profiter de l'AGOA. Et c'était difficile. Donc aujourd'hui, ça ne nous impacte pas carrément. Maintenant, si la crise s'intensifie et que les Américains travaillent sur leur taux directeur, ça dit que les taux directeurs de la Banque centrale américaine, parce que quand les Américains sont en difficulté, parce que tout le monde sait que le poumon, aux États-Unis, il y a deux poumons, il y a Wall Street et il y a la Réserve fédérale. Aujourd'hui, Wall Street est en train de souffrir avec 2500 milliards de dollars de pertes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les investisseurs, ils sont en train de fuir toutes les entreprises qui dépendent des importations venant de la Chine. Apple a perdu 300 milliards, Amazon 130 et Meta a perdu 100, Amazon 190 et Meta a perdu 130 dollars. Maintenant, le problème, quand la crise va s'intensifier, les Américains seront obligés de travailler sur le taux directeur. Et tout le monde sait qu'à chaque fois que les Américains augmentent leur taux directeur, des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Turquie, ils ont des problèmes d'inflation terribles. Parce que quand les taux directeurs sont augmentés, les investisseurs vont aller vers le dollar parce que le dollar devient puissant, ils vont investir vers le dollar, ce qui fait que les fuites de capitaux au niveau du Nigeria, au niveau du Ghana, faut créer de l'inflation. Quand il y a des sociétés de capitaux, l'inflation dans le pays, l'inflation monte dans le pays. Pourquoi l'inflation monte? Parce que la monnaie perd beaucoup de valeur. Donc quand la crise va s'intensifier, ça va fatiguer ces pays. Mais un pays comme le Sénégal ne sera pas trop fatigué parce que nous, on a une monnaie qui est fixée à l'euro et ça ne bouge pas beaucoup. Donc ça, c'est une protection, c'est une partie de protection. La fixité, c'est une partie de protection en cas de crise mondiale. Donc le risque de taux de change vis-à-vis du dollar est mis de côté, mais il y a un autre élément, c'est le cours du baril de pétrole. Qui a connu une forte chute ces derniers temps, en partie liée à cette guerre tarifaire. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut quand même penser que pour le Sénégal, qui est devenu un pays producteur quand même de pétrole, ça peut avoir un impact quoique indirect? Parce que même d'ici 2026, quand il y a une crise de pétrole, parce que nous ne profitons pas beaucoup des revenus pétroliers. Parce que vous savez que sur 500 milliards de revenus, on a eu combien? On n'a même pas eu 90 milliards, vous comprenez? Aujourd'hui, s'il y a les suites des prix du pétrole, nous en profitons parce que nous importons actuellement énormément de pétrole pour nos besoins d'électricité et pour autre chose. Les prix vont diminuer, on va en profiter. Je vous dis une chose, pour un pays comme le Sénégal, que les Américains augmentent leur taux d'intérêt, il n'y a pas de problème parce qu'il y a la fixité qui est là. Que le baril du pétrole, que les prix diminuent, il n'y a pas de problème parce qu'on est importateur net de pétrole. Aujourd'hui, quand il y a un problème au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que nous n'exportons pas vers les États-Unis. Et même l'AGOA,
quand vous faites la revue de l'AGOA, vous allez voir que les Sénégalais ne profitent pas beaucoup de l'AGOA. Il faut quand même préciser que dans le cadre de cette guerre des tarifs douaniers, certains produits sont exclus du champ d'application, notamment les produits énergétiques. Bon, maintenant, je suis d'accord avec vous, nous ne sommes propriétaires que de 20% des 25% qui restent après les 75% pour le remboursement de l'investissement. Mais quand même, même ce pétrole, nous le vendons. Nous avons vu les statistiques récemment de la production de Sangomar. Nous vendons 99% de la production. C'est moins de dollars quand même pour notre économie. J'ajoute aussi que du côté de la Fed, le président de la Fed a été clair il y a quelques jours. Il a opposé une fin de non-recevoir à la demande de Donald Trump de baisser les taux d'intérêt. Permettez-moi de revenir à Alioune Diouf, ancien directeur du commerce et économiste, pour peut-être nous projeter un peu sur l'avenir. C'est un coup de semonce et c'est clair. Comment nos pays, en tant que pays africains, mais aussi pays de l'UEMOA, et en particulier le Sénégal, comment nos pays peuvent se prémunir des conséquences du combat des éléphants qui se passe de temps à autre, notamment entre les États-Unis, la Chine et d'autres puissances mondiales. Quelle politique commerciale, quelle politique économique favoriser pour justement que ces choses-là ne nous affectent pas par trop? Ça va être très difficile de ne pas être affecté par cette crise mondiale qui va suivre. Mais par contre, je pense que nous pouvons avoir une économie qui repose sur des ressorts internes. Quand on veut avoir une économie endogène, je pense que on peut se prémunir contre justement les effets néfastes de non seulement la mondialisation, mais aussi de cette crise des tarifs réciproques de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'économie repose sur des ressorts internes, c'est-à-dire que notre croissance soit véritablement une croissance qui repose sur la transformation structurelle de notre économie, une croissance qui repose sur des facteurs que nous maîtrisons. Par exemple, si nous produisons l'essentiel de ce que nous consommons, ça va être une chose intéressante. Je pense aussi que si nous arrivons à transformer franchement notre économie par exemple dans le domaine de l'arachide, dans le domaine même des légumes, on nous parle maintenant de la transformation de l'excédent de production d'oignons en poudre d'oignon par exemple. Ça sont des alternatives à encourager certainement. Oui, l'oignon, la mangue, on a aussi des possibilités de transformer la mangue séchée, les jus de mangue, etc. Et il y a d'autres domaines où nous pouvons nous assurer que nos économies vont pouvoir développer le marché intérieur, non seulement du Sénégal, mais le marché intérieur des pays aussi qui nous entourent. La Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sierra Leone, le Libéria, le Mali, oui, ça c'est notre domaine de mon point de vue, domaine indiqué, domaine vraiment où on a une véritable influence et des avantages comparatifs certainement. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est trop court. Merci en tout cas Alioune Diouf, ancien directeur du commerce et économiste. Dernière question pour vous, El Hadj Mansour Samb. Alioune Diouf l'évoquait tout à l'heure. Endogénéiser davantage notre économie, mais d'ici là, notre déficit commercial est énorme, sur à peu près 7 000 milliards. Nous avons pour 2 000 milliards d'exportation et
4 000 milliards d'importations, un déficit commercial donc énorme. Est-ce que dans ces conditions-là, il est possible d'éviter une augmentation des prix des produits, donc biens et services, dans notre économie, quand on sait qu'il y a un risque d'augmentation généralisée des prix, et c'est naturel au niveau mondial? Quand une crise mondiale crée de la rareté, là, il y a une inflation, c'est normal. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est l'augmentation des prix. Aujourd'hui, si cette crise-là prend d'autres envergures et touche là carrément, un pays comme la Thaïlande, qui exporte beaucoup de riz au Sénégal, ce pays peut se braquer et se sécuriser un peu. Ça va créer des problèmes au niveau du Sénégal parce que ça crée de la rareté sur le riz. Si aujourd'hui cette crise crée des problèmes au Moyen-Orient et partout, dans les pays qui exportent beaucoup de pétrole, ces pays vont se sécuriser, ils vont essayer de se sécuriser. Et ça va créer de la rareté sur le pétrole. Et ça va être un peu compliqué pour les ménages sénégalais avec les factures d'électricité. Tout ça, c'est une réalité. Mais je vous dis une chose, c'est une alerte. Notre premier client à l'export, c'est le Mali. Tout le monde le sait que le Mali, c'est notre premier client à l'export. Aujourd'hui, le Togo fait tout pour faire partie de l'AES. Le Togo est en train de tout faire partie de l'AES. Et tout le monde sait que le Togo, s'il dans l'AES, le port de Lomé va directement s'attaquer au Mali. Ça, tout le monde le sait. Mais je me dis qu'aujourd'hui, à côté de chez nous, il y a quelque chose qui va se passer. Si on ne fait pas attention, le port de Dakar va perdre le Mali. Et aujourd'hui, le Mali, c'est notre premier client à l'export. Donc, je dis qu'avant cette crise américaine entre l'Amérique et la Chine n'aura pas beaucoup d'effets sur le Sénégal. Parce que nous, on n'est pas de grands exportateurs vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir sur ce que le Togo est en train de faire sur l'AES. Parce que notre premier client à l'export, c'est le Mali. Merci. C'est l'assèchement que je voulais mettre en place. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, El Hadj Mansour Samb. On vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h52, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition Awambaye, Anna Rocha à la réalisation, à la mise en onde, Abdoulaye Diop et à la production Aliouba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Boubacar Dien pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Au revoir. Publicité sur RFM. Tic Tac agsi na ci sa kalpe Orange Money da nga am aajo te war ko faj ci sutura Tic Tac mooy waaja ak offre bu bees bi mën ngaa def sa prêt à partir de 5000 francs et l'argent sera directement positionné sur ton compte Orange Money. Lii weesu na kalpe waay ndax ñun yéen rek lañu fi nekkal. Tic Tac est un produit de Orange Bank Africa Sénégal en partenariat avec Orange Finance Mobile Sénégal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'application Maxi. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Money.